Voilà, bienvenue à tous pour ce webinaire qui est consacré aux candidats au programme Fulbright FLTA, donc le programme pour les assistants de français qui partent aux États-Unis. Moi, je suis Céline Ouziel, je suis la gestionnaire de ce programme. Et puis, nous avons une special guest avec nous euh, ce soir pour nous, mais pour vous, c'est plutôt midi, c'est ça, Lia? Oui, il est midi, ouais. Voilà, donc Lia qui est connectée depuis les États-Unis et qui est une lauréate actuelle du programme FLTA, qui parlera un petit peu de son expérience et qui m'aidera à répondre à vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas à profiter de la présence de l'IA pour essayer d'en savoir plus sur ce programme. Je vais commencer par une présentation très rapide du programme. Il y a déjà eu un webinaire en septembre qui a expliqué tous les détails administratifs, mais là, je vais faire juste un rappel et ensuite, l'IA se présentera, parlera un petit peu de ce qu'elle fait sur son campus, en quoi consiste son job d'assistante, qu'est-ce qu'elle prend comme cours en tant qu'étudiante, etc. Alors, donc, pour vérifier que vous êtes bien là, vous êtes bien au bon endroit, pardon. Donc, je vais parler uniquement aujourd'hui du programme pour partir sur un campus américain en tant qu'assistant de français, à la fois dans le cadre du programme Fulbright FLTA et puis aussi dans le cadre de la Fondation Carlet Lévy d'ESPA, qui en fait est inclus dans le programme Fulbright FLTA, mais qui correspond à un poste à Amherst College. Alors, qu'est-ce que c'est Fulbright? C'est un programme qui a été créé par ce sénateur-là, dont vous voyez la photo, le sénateur James William Fulbright, qui a proposé une loi en 1946 pour utiliser des fonds américains pour créer un programme d'échange culturel entre les États-Unis et plusieurs pays dans le monde. Le partenariat entre les États-Unis et la France existe depuis 1948. Au départ, c'était un financement uniquement du gouvernement américain. Et depuis 1965, euh, ce programme est cofinancé par le gouvernement américain et le gouvernement français. Donc, il n'y a pas que le programme FLTA, vous avez aussi plein d'autres programmes. Le programme traditionnel qui a été créé depuis le début, c'est le programme étudiant. Ça s'adresse donc à des étudiants français qui vont aux États-Unis pour faire un master ou un doctorat. Donc ça, on n'a pas forcément beaucoup de bourses, entre 6 et 7, 8 bourses par an. Euh, Ensuite, on a un programme pour des personnes qui sont déjà en doctorat et qui veulent faire un séjour de recherche. Ça, c'est 27, 29 candidats, enfin lauréats sélectionnés chaque année. Un programme pour des chercheurs, ça, c'est pour post-doctorat. Ensuite, un programme donc, pour les assistants de français aujourd'hui, je vais en parler plus particulièrement. Un programme pour des responsables d'ONG et un autre pour des enseignants ou des étudiants de première ou deuxième année. Donc, SUSI, ça veut dire euh, Study of the US Summer Institute. Donc, c'est uniquement des séminaires d'été de 5 semaines, à la fois pour des étudiants en première ou en deuxième année d'études supérieures ou pour des enseignants ou des administrateurs du secondaire. Alors, le programme FLTA, le programme de la Fondation Carlet Lévy d'ESPA, c'est le même dossier, les mêmes candidats, le même profil. Après, il y aura, vous verrez, une chose supplémentaire à faire pour Carlet Lévy d'ESPA.
Donc ça s'adresse à des étudiants, des étudiantes ou des futurs enseignants, enseignantes, euh, ou récemment diplômés depuis moins de 5 ans. Il faut que vous soyez au minimum titulaire d'une licence au moment du dépôt du dossier. En revanche, si vous êtes en train de faire une LLCE anglais, vous pouvez postuler dès la L3. Mais pour tous les autres cursus, domaines, il faut au moment du dépôt du dossier, c'est-à-dire maintenant, que vous soyez déjà titulaire d'une licence. Donc, par exemple, que vous êtes en train de faire un Master 1, Master 2 ou que vous soyez professionnel. Donc, les disciplines prioritaires, c'est ceux qui font des études d'anglais, d'enseignement du FLE, tout ce qui est sciences de l'éducation, sciences du langage et autres disciplines des sciences humaines et sociales, par exemple histoire, géo, études culturelles, sciences politiques, relations internationales, etc. Par contre, les profils qui nous intéressent très très peu, c'est ceux qui n'ont fait que du business pendant toutes leurs années d'études supérieures ou ceux qui sont en études d'ingénieur. Le séjour dure une année académique, ça fait à peu près 9 à 10 mois, ça commence au mois d'août obligatoirement, il n'y a pas de séjour qui commence en milieu d'année. Donc mois d'août, plutôt début août, et ça se termine en mai ou juin de l'année suivante. Et la date limite de dépôt du dossier pour tous ceux qui veulent partir à partir d'août 2024, c'est le 1er décembre 2023. Alors, les placements, donc cette année, on a entre 23 et 27 placements en institution d'enseignement supérieur. On n'a pas de placement en école primaire, secondaire, hein, c'est uniquement au niveau universitaire. Donc, ce sont des institutions de type liberal arts colleges, et puis l'IA va parler un petit peu de son institution d'accueil qui a une petite particularité. Et l'idée, c'est que vous soyez placé délibérément en dehors des grands centres urbains. Donc, vous serez probablement pas à New York City, ni à Los Angeles, ni à Miami, ni à Chicago, etc. Nous ne connaissons pas la liste des institutions d'accueil avant le mois de mars. En revanche, on sait pour la Fondation La Vie d'Espa, si vous êtes sélectionné, là, vous êtes sûr d'être placé à Amherst College, qui est un liberal arts college qui se trouve dans l'État du Massachusetts, pas très loin de Boston. Donc, le principe, c'est que vous enseignez le FLE, donc le français en tant que langue étrangère, ou alors vous animez des activités de promotion de la francophonie, ou alors vous faites les deux, pour un maximum de 20 heures par semaine. Ensuite, vous suivez également 2 cours dans la même université en tant qu'étudiant. L'institution d'accueil prend en charge vos frais d'inscription à l'université, votre logement, votre nourriture, et vous verse également une allocation mensuelle dont le montant est variable, ça dépend de l'institution d'accueil. Donc, il faut que vous soyez très flexible en matière de placement. Donc, comme je viens de le dire, la liste des institutions d'accueil n'est pas connue avant le mois de mars. Et donc du coup, il ne faut pas forcément vous attendre à être placé dans la région, en tout cas, ou même dans la ville que vous avez demandé au départ. Vous pouvez faire des vœux, mais il ne faut pas forcément voilà, refuser le poste si jamais on vous propose une autre région. Les 2 cours qui vous sont offerts, par contre, ne vous permettent pas d'obtenir un diplôme. Donc, et c'est pas forcément des cours qui vont être validés dans votre cursus français. Vous pouvez peut-être vous arranger avec votre UFR en France pour voilà, peut-être valider des crédits, mais il n'y a pas de transfert de crédit automatique à votre tour en France. Alors, les avantages, en plus de ce que vous offre l'institution d'accueil, la commission franco-américaine va vous offrir également un certain nombre d'avantages, notamment une allocation de voyage dont, encore une fois, pour l'instant, le montant est variable, mais ça peut être minimum 1200 euros.
Bourse de séjour complémentaire, ça aussi c'est variable et ça dépend vraiment de votre institution d'accueil. Et vous avez, si vous êtes lauréat Fulbright, ça c'est vraiment pour tous les lauréats Fulbright, vous aurez un visa J1 qui est un visa d'échange que vous ne paierez pas. Hein, normalement, par exemple, les personnes qui partent en échange universitaire avec leur fac, souvent ils ont un visa J1, mais ils doivent payer non seulement les frais de demande de visa qui sont de $160, ou même 185 maintenant, plus les frais CVS qui sont d'environ $220. Et tous ces frais-là vous sont exemptés en tant que lauréat du gouvernement américain. Par contre, il y a une chose pour le programme FLTA qui est différent des autres programmes. Ce programme n'est pas conçu pour un candidat qui part avec son conjoint, sa conjointe et sa famille. C'est vraiment, puisque vous êtes logé sur un campus, vous ne pouvez pas choisir le logement. Et généralement, vous partagez votre logement avec d'autres étudiants ou d'autres FLTA d'autres pays. Vous avez également une assurance santé de base qui s'appelle ESPI, mais qui nous semble un petit peu juste. Vous nous direz, Léa, si vous avez un témoignage à ce niveau-là. Euh, alors aussi, les lauréats participent à une séance d'orientation organisée par la commission à Paris au début de l'été. Et sur place, IIE, donc qui s'occupe des placements, vous propose également des programmes d'accompagnement comme la Summer Orientation ou la conférence à Washington, dont on va parler éventuellement un petit peu après. Il y a une obligation aussi en tant que boursier du gouvernement américain, les Two-Year Home Residency Requirement. Et ça, c'est l'obligation de séjourner 24 mois cumulés en France après votre séjour Fulbright, avant de pouvoir prétendre à un visa H, L ou visa d'immigration K, et ou alors pour faire une demande d'immigration. Donc, ça ne concerne pas les visas d'études et évidemment les visas touristiques. Donc, ça ne vous empêche pas de retourner aux États-Unis pour étudier, faire de la recherche ou évidemment pour faire du tourisme. Voilà, donc candidature en ligne. Il y a un guide de candidature que vous pouvez télécharger à partir de la page d'information euh, sur notre site internet. Si vous avez dans la rubrique bourse, vous choisissez assistante et assistant et vous choisissez également un onglet qui s'appelle Ma candidature où vous pourrez télécharger un guide en français qui vous explique, pardon, étape par étape tout ce qu'il faut faire au niveau de votre candidature. Bon, je vais pas détailler tout ça. Je voudrais surtout que Lia nous parle de son expérience. Donc, si je reviens à l'institution d'accueil, est-ce que vous pouvez nous décrire, Lia, dans quel type d'institution vous êtes? Bonjour à tous. Du coup, je suis dans un liberal Arts College à Agnes Scott College qui est à Atlanta en Géorgie. Et c'est un women's college, donc il y a que des étudiantes, que des filles. Et voilà, c'est pour ça que c'est un peu spécial. Mais c'est vraiment très intéressant aussi de voir un campus où justement c'est unisexe. Mhm. Et est-ce que est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment on vous a proposé les institutions et comment s'est passé le placement avec IIE Alors, je crois que c'était en mars à en peu près? avril, en En mars-avril, avril, oui, ouais. j'ai reçu 5 ou 6 placements d'universités différentes où en fait chaque université avait une description très précise de ce que j'allais faire, du lieu, de la spécificité, de l'endroit, oui, des transports en commun, où j'allais être logée, avec qui j'allais être logée. Donc en fait, c'était tout bien décrit. Et ensuite, j'avais une semaine pour placer mes universités de ma préférée à celle que j'aimais le moins.
Et ensuite, j'ai eu la réponse peut-être 2, 3 semaines après, où Mhm. j'avais mon placement définitif qui était par rapport à mon classement. D'accord. Donc en fait, IAI a également des classements qui viennent des universités qui doivent classer des candidats français de la même manière et après ils font ce qu'on appelle un appariement mutuel. Euh, Est-ce que vous pouvez nous décrire un petit peu vos tâches, votre expérience à Agnes Scott? Alors, du coup, je suis logée dans un appartement qui est à 10 minutes à pied du campus et je suis avec une coloc qui vient d'Autriche. Donc, en fait, on n'est que toutes les deux et on a chacune notre salle de bain et chambre privée. Donc, on partage juste le salon, la cuisine, etc. Et pour mes tâches, alors moi, je suis primary teacher, donc j'enseigne le français pour débutants et j'ai 2 heures pendant 3 fois par semaine. Donc en fait, j'ai 2 groupes différents. J'enseigne la même chose, mais 2 fois, et ça 3 fois par semaine. Donc en fait, j'ai 6 heures par semaine. Et je fais partie du club français et allemand parce que le club français était trop petit et le club allemand trop petit. Donc on a scindé les deux. Et du coup, ça s'appelle le French and German Club. Et on essaye d'organiser des événements qui incluent le français et l'allemand. Et on a pu faire des karaokés, on va faire un trivia, on a pu montrer des films qui sont français et allemands aux étudiants. Et on va sûrement prévoir aussi d'autres choses au semestre prochain, mais pour l'instant, j'en ai aucune idée. Ok, très bien. Alors, je vois qu'il y a déjà quelques petites questions. Donc, il y a une question par rapport au TOEFL. Donc, le TOEFL ne vous est pas forcément demandé avant la date limite du 1er décembre. Si vous l'avez déjà passé il y a moins de 2 ans, vous pouvez faire envoyer vos scores. Mais si vous l'avez jamais passé, ne paniquez pas, puisque cette année, une fois de plus, nous allons donner ce qu'on appelle un voucher aux étudiants qui ont été présélectionnés, pardon, après le 1er décembre. Donc, vers la mi-décembre, il y aura un comité de présélection. Et si vous êtes présélectionné, on vous enverra un bon, un numéro, qui va vous permettre de vous inscrire au TOEFL sans avoir à payer les frais d'inscription qui sont de 265 $. Par contre, ça ne marche que pour la France métropolitaine. Si vous habitez dans les Outre-mer, je vous invite à me contacter directement par email, euh, mais une fois que vous êtes présélectionné, hein, pas maintenant. Donc, dès que vous recevez votre convocation pour un entretien qui normalement n'a lieu que au mois de janvier, hein, si on regarde un petit peu la procédure générale, donc 1er décembre, c'est vraiment la soumission, la clôture de soumission de vos dossiers en ligne. Il y a une présélection mi-décembre. En janvier, vous pourrez passer le TOEFL et il faudra aussi soumettre les lettres de recommandation si vous ne l'avez pas déjà fait. Ensuite, début février, après les entretiens, on vous notifiera si vous êtes sélectionné, si vous êtes sur liste d'attente ou si vous n'êtes pas du tout sélectionné. Et après, comme l'a expliqué l'IA en mars, il va y avoir un système, un processus d'appareillement mutuel. Et en avril-mai, normalement, vous recevez un placement définitif, etc. Voilà, donc le TOEFL, pour le moment, vous n'avez pas à le passer tout de suite. En revanche, si vous êtes présélectionné, il faudra quand même le faire. Alors, non, il n'y a pas de pénalité si vous ne passez pas le TOEFL avant le 1er décembre, mais il faudra quand même le faire en janvier. Et le score minimum, c'est plutôt
89, je crois, ou 90. Peut-être même moins que ça. Non, je pense que c'est 80 même. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau très, très élevé. Alors, il y a une question par rapport aux lettres de recommandation. Est-ce que vous pouvez l'écrire en français? Oui. Dans un premier temps, vous pouvez dire à vos référents d'écrire la lettre en français. Sachez cependant que ils ne doivent pas vous donner à vous la lettre. Il faut ils l'enregistrent sur la plateforme de candidature. Donc, du coup, les instructions sont en anglais. Ou alors, ils me l'envoient directement par email en français. Non, de même, si vous aviez lu le guide de candidature, vous auriez vu que les lettres de recommandation ne sont pas obligatoirement à soumettre avant le 1er décembre. En revanche, avant le 1er décembre, il faut que vous sachiez déjà qui va vous écrire les lettres. Donc, il faut que vous ayez déjà enregistré les noms et les adresses e-mail de vos 3 référents. Mais vos 3 référents ont jusqu'au 15 janvier, peuvent attendre de voir si vous êtes présélectionné ou pas, pour écrire leurs lettres. Voilà, donc pas d'angoisse. Est-ce que vous avez d'autres questions pour la sélection? Il y a une chose sur laquelle je n'ai pas trop insisté, mais j'en avais parlé pendant le premier. Il faut que vous soyez de nationalité française. J'ai vu que certaines des personnes qui ont rempli le formulaire pour s'inscrire à ce webinaire ont dit qu'ils n'avaient pas la nationalité française. Malheureusement, nous n'acceptons aucun candidat qui n'a pas la nationalité française. Donc ça, c'est vraiment important de faire attention à ça. Vous pouvez aussi voir si dans votre pays nationalité, il n'existe pas un programme FLTIE, puisque l'IA, par exemple, vous avez parlé de votre collègue autrichienne. Est-ce que c'était aussi une FLTIE Fulbright, c'est ça? Voilà. Donc, il y a des FLTIE qui viennent du monde entier, mais il faut absolument postuler dans son pays de nationalité. Alors, une question, est-ce qu'il est possible de candidater si on est marié, mais en venant seul, bien entendu? Alors, si oui, on va pas évidemment vous éliminer parce que vous êtes marié, ça, on n'a pas le droit. En revanche, effectivement, il faut que vous partiez du principe que vous n'allez pas pouvoir euh, à la fois voyager avec votre conjoint et aussi loger avec votre conjoint. Pas sûr que vous puissiez aussi le faire venir sur le campus parce que, par exemple, pour certains campus, le campus est fermé pendant les vacances. Comment ça se passait pour vous, l'IA, pendant les vacances? Enfin, là, il n'y a Alors, pas eu encore de non, vacances, là. il y en a pas encore eu, non. Mais pour Winter Break, le campus sera fermé. Donc, il y aura plus personne sur le campus. Et pour les étudiants qui vont rester ici, il faut qu'elles se débrouillent pour trouver soit un logement. Enfin, le logement, on va dire que il faut qu'elles payent pour rester dans leur logement, mais sinon, non, le campus sera vide. Et après, il faut se débrouiller pour trouver à manger et tout. Donc, mais pour les TA, en tout cas ici, on est autorisé à rester pendant les vacances d'hiver parce que comme c'est l'appartement, il appartient à Agnès, mais c'est un peu spécial par rapport à notre statut. Donc on a le droit de rester dans notre appartement pendant les vacances d'hiver. Ok, super. Alors, j'ai une question d'Adrien pour vous, l'IA. Je voudrais savoir quel est le quotidien de l'IA en tant qu'assistante. A-t-elle la possibilité de se consacrer à des projets personnels sur le campus? Alors oui, j'ai énormément de temps pour moi parce que comme j'enseigne que 6 heures par semaine et que je suis 2 cours pendant 3 heures, donc j'ai pris linguistique et écriture créative et en fait j'ai 1 heure et demie de chaque
pendant 2 jours, donc ça me fait 6 heures où je suis prof et 6 heures où je suis des cours. Donc en fait, j'ai un emploi du temps où j'ai que 12 heures où je suis vraiment en classe et tout le reste du temps, je prépare mes cours et j'ai du temps pour regarder mes cours à l'université puisque je suis encore en master, donc j'ai le temps d'aller à la librairie, de lire, de sortir de temps en temps. Donc non, j'ai vraiment beaucoup de temps pour consacrer à des projets personnels, donc il n'y a pas de souci pour ça. Après, ça peut dépendre aussi de votre institution d'accueil, hein. Il y a des institutions où vous aurez peut-être même un petit peu moins d'heures d'enseignement, plus d'activités, d'animation, de clubs, des choses comme ça, et d'autres endroits où vous aurez par contre la charge en charge. Vous avez un statut de assistant only, LIA ou primary Je teacher? suis primary teacher, mais que ce semestre parce qu'il manquait un professeur. Mais comme ce professeur revient le semestre prochain, je serai en co-teaching avec 2 professeurs différents, donc j'aurai beaucoup moins d'heures qu'à ce semestre. D'accord. Donc il y a des personnes qui ont vraiment un statut qui est proche de l'enseignant à part entière, qui doit préparer ses cours, enseigner, corriger les copies, etc. Et il y a d'autres placements qui sont plutôt destinés à des personnes des candidats qui ont beaucoup moins d'expérience, qui vont être uniquement assistants et qui vont plutôt animer des tables de conversation, proposer des animations culturelles autour de la francophonie. Alors, il y a une question, quels critères de sélection pour le programme Carlet Lévy d'ESPA? Donc, en fait, le programme Carlet Lévy d'ESPA, c'est exactement les mêmes conditions de sélection que pour le programme FLTA, mais dans la lettre de motivation, pardon, que vous allez m'envoyer et que vous n'allez surtout pas télécharger dans le dossier de candidature, vous allez m'envoyer directement par email. S'il vous plaît, ne m'écrivez pas exactement la même chose que dans votre essai pour le programme général. Expliquez-moi pourquoi vous voulez aller plus spécifiquement à Amherst College. Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce que vous savez de la Fondation Carly Lévy d'ESPA? Regardez un petit peu l'historique. Voilà. Alors, il n'y a qu'une seule place, hein. Donc, forcément, en sachant qu'Amherst College est quand même un établissement assez réputé aux États-Unis. C'est souvent celui qui est classé number one pour tout ce qui est liberal arts colleges. Donc, évidemment, il faut avoir un très, très bon dossier académique. Je pense qu'ils ont une préférence pour les personnes qui sont déjà en master ou qui ont peut-être déjà validé leur master. Euh, il faut avoir une culture générale vraiment très, très vaste et des intérêts multiples, voilà, dans plein de domaines différents, etc. Donc, pour Amherst College, je pense que les candidats doivent avoir vraiment surtout un très bon dossier académique et une culture générale très, très vaste. Ok, est-ce que j'ai répondu à toutes les questions? Je reviens dessus. Donc, la lettre de recommandation, peut-être soit en anglais, soit en français. Alors, de préférence, s'il vous plaît, en anglais, ça sera plus simple. Mais si vraiment le référent ne parle pas du tout anglais, il vaut mieux qu'il l'écrive en français dans un premier temps. Et si vous êtes finaliste, il faudra trouver un moyen de la traduire en anglais. Mais ça, c'est pas maintenant. On verra ça si jamais vous êtes sélectionné. Ça sera au mois de janvier ou février. Voilà. Lia, est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez partager par rapport à votre expérience? Qu'est-ce que vous aimez de plus, le plus de votre expérience FLTA? Après, là, ça fait 3 mois que vous êtes sur place, c'est ça? Ouais, ça va faire 3 mois, mi-novembre à peu près, ouais. Mhm. Ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment une expérience qui est hyper enrichissante, que ce soit du côté culturel, puisque, faut l'avouer, il y a quand même un gros choc culturel entre la France et les États-Unis. Donc, on apprend beaucoup sur la culture aux États-Unis. C'est une expérience aussi très intéressante en tant que professeur, puisque, en fait, d'apprendre notre langue à des élèves, c'est vraiment
je dirais, challenging parce que on se rend compte des fois qu'on connaît pas vraiment notre langage et on découvre des fois des petites subtilités de notre langue qu'on n'aurait pas forcément pensé, mais comme on l'apprend aux étudiants, on découvre en même temps et on fait, ah oui, effectivement, on va utiliser ce mot plutôt que ce mot-là et je trouve ça hyper intéressant. Et puis, on fait des rencontres qui sont aussi incroyables. Tout est incroyable, que ce soit sur le campus, les activités qui sont organisées, et même on progresse aussi énormément en anglais, que ce soit sur le vocabulaire, la prononciation. Donc, moi, je regrette vraiment pas d'être ici. Et si je peux vous dire quelque chose, c'est candidater et essayer vraiment d'avoir ce placement parce que c'est quelque chose qui est inoubliable et ça arrive souvent une seule fois dans notre vie. Mais non, je suis hyper contente d'être ici. Et, on a des attentes du campus, mais tout ce qu'ils peuvent nous offrir, ça va au-delà de nos attentes et c'est vraiment incroyable. Tout est super. Alors, il y a une question, la grande question que je me pose, donc ça c'est Yasmine qui vous demande, est-ce que c'est difficile de gérer l'éloignement avec ses proches? Et est-ce qu'on se fait des nouveaux amis facilement? Alors, est-ce que c'est difficile de gérer l'éloignement avec ses proches? Je pense que ça dépend si les proches sont disponibles assez souvent, puisque bah il y a le décalage horaire. Moi, j'ai que 6 heures avec la France, donc j'arrive toujours à trouver un moment pour appeler mes amis et mes parents. Mes parents, c'est beaucoup plus facile parce que ils sont moins occupés que mes amis, parce que mes amis aussi continuent à sortir et à vivre leur vie en France. Moi, je trouve que c'est pas difficile puisque maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est hyper facile de rester en contact, de faire des appels WhatsApp. Donc, pour moi, non, c'est pas trop difficile. Après, oui, il y a toujours des moments où on a des petits coups de blues, mais je pense que c'est totalement normal et puis c'est le temps d'adaptation. Et est-ce qu'on se fait facilement de nouvelles rencontres? Je pense que ça dépend des campus, puisque quand j'ai discuté avec d'autres TA français, il y en a qui disent qu'ils se sentent plus ou moins seuls et qui sont moins d'amis, mais moi, pour moi, ça a été hyper facile puisque les étudiantes, comme c'est un petit campus, on arrive à parler avec pas mal de personnes. On connaît pratiquement tout le monde, comme il y a 1000 étudiants, quelque chose comme ça, donc c'est très petit pour un campus américain. Donc on arrive à connaître beaucoup de monde. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a d'autres étudiants internationaux qui seront là. Et en principe, c'est avec eux aussi qu'on crée des liens parce qu'ils sont comme nous, ils viennent d'un autre pays, ils se sentent seuls au début, donc en fait automatiquement on va se parler, on va créer un groupe. Donc non, pour moi ça a été assez facile de faire des nouvelles rencontres. Mhm. Alors, une question d'Anissa qui a écrit sa question en anglais. Est-ce que le campus, alors c'est pas votre cas, Lia, parce que vous êtes à Atlanta, donc Atlanta c'est quand même finalement une grande ville, c'est sûr c'est pas à New York, mais c'est quand même grand Atlanta. On C'est a le métro qui est à 10 minutes à pied de Agnes, donc c'est super facile pour nous d'aller en centre-ville. Oui, alors, c'est une situation qui est assez particulière hein, pour l'IA, donc il y a mais la majorité de vos camarades sont plutôt effectivement dans des campus assez isolés, euh, plutôt à la campagne, avec un service de transport quand même assez limité. Donc, il ne faut pas forcément vous attendre à avoir le même type d'environnement que celui de l'IA. Donc, il faut être préparé pour ça. C'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc, si vous le savez dès le départ, voilà. On tient vraiment à insister là-dessus parce que ça n'a rien à voir avec le système français. En France, vous êtes à la campagne, vous avez quand même un système de transport qui va être quand même assez développé, relativement développé par rapport à la campagne américaine. Hein, les Américains utilisent beaucoup leur voiture, donc il n'y a pas besoin d'un système de transport urbain aussi développé que le nôtre. Alors, la vie sur le campus, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez comme type d'activité à Agnès? Alors, il y a énormément de clubs, donc des clubs pour l'environnement, des clubs de poésie, des clubs. Il y a énormément de différentes sortes de clubs que je pourrais même pas citer.
et ils organisent souvent des événements 1 ou 2 fois par semaine. Et puis il y a des jours spécifiques où le campus va organiser des activités à l'extérieur. Moi, je sais qu'il y a un jour, je suis allée faire du kayak avec Agnès. On allait aussi faire du bateau. La semaine dernière, on a eu une semaine qui s'appelle Black Cat Week, donc on a eu un bal samedi. Et puis ce vendredi, on a aussi d'autres activités à l'extérieur où on a comment ils appellent ça? Où il y a des animaux qui vont venir sur le campus et puis d'autres activités avec des food trucks et des choses comme ça. Donc il y a des semaines où il y a moins d'activités, il y a des semaines où c'est rempli d'activités différentes et on s'ennuie jamais, honnêtement. C'est très différent des campus en France puisque en France, c'est ce que je disais aux étudiants américaines, on va à l'université et ensuite on part dans notre appartement. Et comme ici, la plupart des étudiantes sont logées sur le campus, bah, il y a toujours quelque chose qui se passe sur le campus. Ce soir, par exemple, je vais aller décorer des cookies avec du glaçage pour Halloween et on les mangera après. Et demain, comme c'est Halloween, on va trick or treating, demander des bonbons et des trucs comme ça dans la rue. Donc non, non, c'est toujours vivant. Alors, il y a une question par rapport au visa, donc là, je vais peut-être répondre. Je voulais savoir si on avait la possibilité de venir en avance. Alors, les dates de votre séjour. Vous avez généralement une date qui est différente d'un campus à l'autre au mois d'août. Ça peut être début août, fin août ou même des fois début septembre. Il faut que vous vous rendiez disponible, mais pas forcément pour aller aux États-Unis, mais il y a une Summer Orientation qui a lieu peut-être 2 semaines avant que vous commenciez, hein, c'est ça l'IA. Et ça, mais par contre, c'est virtuel. Donc là, vous n'avez pas besoin d'aller aux États-Unis. Avec votre visa, vous avez la possibilité d'arriver 30 jours avant la date du début de votre programme. Hein, mais vous ne pouvez pas dépasser 30 jours, par contre. Hein. Après, à la fin de votre programme, vous avez ce qu'on appelle la grace period, qui vous permet également de rester 30 jours supplémentaires pour faire du tourisme, voilà, pour bouger un peu. Mais au-delà de ces 30 jours, si vous restez, vous êtes en infraction avec les lois d'immigration et vous risquez d'avoir quelques petits soucis avec l'immigration américaine. Alors, il y a une question par rapport alors, à Nissa, je réponds en français. J'ose espérer que vous comprenez bien le français, puisque le but du programme, c'est d'aller enseigner le français. Donc, est-ce que le permis de conduire français est reconnu aux États-Unis? Ça dépend des États. Donc, je pense que dans beaucoup d'États, vous pouvez montrer votre permis international. La première chose à faire, c'est vraiment d'aller à la préfecture. Je pense que vous pouvez obtenir un permis international gratuitement. Je ne sais pas si vous l'avez fait, l'IA. Mais si vous avez votre permis en France, vous pouvez avoir un permis international qui sera déjà écrit en anglais, qui, à mon avis, est gratuit. Hein. Je ne pense pas qu'il faut payer quoi que ce soit. Et déjà, dans un premier temps, vous aurez un document que vous pourrez montrer en anglais. Après, il y a certains États, si vous restez plus de 3 mois, qui vous demandent d'avoir un permis de l'État. Mais c'est très facile d'avoir son permis aux États-Unis, ça n'a rien à voir avec le système français. C'est facile et pas cher du tout, surtout si vous avez déjà votre permis. Il n'y a pas besoin de prendre des heures de conduite. Il faut simplement passer le code, passer l'examen de conduite et normalement, vous avez un State Driver's License qui vous sert aussi de carte d'identité. Alors, une question par rapport à la bourse Carlet Lévy d'ESPA. Donc, si vous postulez et que vous n'êtes pas sélectionné, oui, bien sûr, vous pouvez tout à fait être prise. En fait, quand vous postulez pour Carlet Lévy d'ESPA,
après les entretiens du mois de janvier, vous recevez une réponse quelques jours plus tard en disant, vous êtes finaliste, soit vous êtes finaliste pour, en fait, non, soit vous êtes sélectionné pour Carlet Lévi d'ESPA et du coup, vous savez que vous allez à Amherst College, soit vous n'êtes pas sélectionné pour la Fondation Carlet Lévi d'ESPA, mais du coup, vous êtes finaliste pour FLT et du coup, là, il faut attendre le mois de mars pour savoir où vous allez être placé, soit vous n'êtes pas sélectionné dans les deux programmes. Donc, à partir du moment où vous passez un entretien, même si c'est pour la fondation, vous êtes quand même automatiquement considéré pour le programme FLTA général. Alors, est-ce que je ne sais pas si vous avez lu la question de Enzo, Lia, est-ce que vous projetez de voyager un peu hors du campus et hors d'Atlanta? Je sais chaque année, il y a des FLTA qui se rassemblent pour faire des voyages un peu pour essayer de parcourir un peu les États-Unis. Alors, pour Fall Break, j'avais 4 jours. J'ai réussi à partir à New York. Et ce que j'ai fait, en fait, c'est que je suis partie avec 2 autres personnes. Donc, en fait, c'était pas très cher parce qu'on a pu partager le Airbnb. Donc, au lieu de payer, je sais pas, 100 € la nuit, comme on était à 3, on a payé beaucoup moins cher. Et pour ce semestre, non, j'ai pas d'autres voyages de prévu à part la conférence à Washington, mais bon, ça, c'est pas moi qui vais payer. Mais le semestre prochain, oui, je vais essayer de voyager. Pour l'instant, j'ai rien organisé, mais je vais essayer de le faire. Et la conférence à Washington, quelles sont les dates cette année? C'est toujours en C'est décembre? non, c'est du 16 au 20 novembre. Oui, donc ça doit être un petit peu avant C'est Thanksgiving, juste avant peut-être. Thanksgiving. Voilà. Ok, il y a une question plutôt pour moi. Qu'est-ce qui est spécifiquement examiné dans le dossier académique? Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient être rédhibitoires pour les présélections? Alors, au niveau des présélections, ce qui peut vraiment être rédhibitoire, par exemple, c'est si vous postulez depuis les États-Unis. Si vous êtes, par exemple, en échange universitaire aux États-Unis au moment où vous faites la demande, là, vous êtes automatiquement éjecté, en fait, hein, du programme. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est si vous avez votre dossier n'a rien à voir avec l'objectif du programme. Si, par exemple, vous écrivez que vous voulez faire un master ou un master en ingénierie ou en business, ça, c'est pas du tout le but du programme, hein. Euh, Qu'est-ce qui peut, peut-être des notes qui sont vraiment pas bonnes du tout, même s'il faut pas non plus avoir 16 de moyenne, hein, c'est pas non plus le but du programme. Mais si vous avez raté plusieurs années, vous avez été obligé de refaire à chaque fois vos partiels, etc., je pense que ça, à moins que vous ayez d'autres choses qui peuvent compenser, comme beaucoup d'expériences pédagogiques, des choses comme ça risque d'être un peu compliqué. Et puis aussi, il y a le niveau d'anglais, même si c'est vrai qu'on ne regarde pas les résultats au TOEFL dès le 1er décembre. On va aussi regarder votre capacité à écrire les différents petits essais qu'on vous demande dans le dossier de candidature et qui doivent être tous écrits en anglais, hein. J'insiste par la même occasion pour dire que tout le dossier doit être en anglais, même si vous allez enseigner le français. Alors, n'hésitez pas à continuer à poser des questions à l'IA. Peut-être l'IA, je vais vous demander vous avez parlé un petit peu du choc culturel au début. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué quand vous êtes arrivé aux États-Unis? Il y a eu beaucoup de choses. Non, moi je pense que le plus gros choc culturel que j'ai eu, c'est les taxes. Quand on va acheter des choses dans les supermarchés, le prix qui est marqué dans les rayons, c'est jamais le prix qu'on va payer à la fin, donc c'est plus cher. Et la deuxième chose qui m'a beaucoup choquée aussi, c'est
à quel point les distances sont extrêmement longues entre un endroit à un autre et que il y a beaucoup d'Américains qui utilisent la voiture. Ça, c'est vraiment un gros choc culturel. Mais aussi, beaucoup plus positif, en tout cas dans le sud, les gens sont très chaleureux. Que ce soit dans la rue ou dans les supermarchés, à la caisse ou quoi que ce soit, ils nous demandent toujours comment ça va, ils nous aident à mettre nos courses dans les sacs, ce qui n'arrive jamais en France. Et ça a été aussi un choc culturel. Et les unités, j'arrive toujours pas. Quand on me parle en Fahrenheit, en miles, ou quand Ah j'essaie de ouais. cuisiner et que c'est en cups et pas en grammes, des fois je suis un peu perturbée et je suis obligée de chercher sur Internet pour pouvoir cuisiner parce que je voulais faire des crêpes un jour et j'avais que des cups. J'avais pas de grammes ou de verre mesureur, donc j'ai essayé de me débrouiller avec ça, mais ça a été dur. Alors, il y a une question de Paul. Est-ce que vous aviez déjà été aux États-Unis avant pour du tourisme ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois, c'est la première fois aux États-Unis. D'accord. Donc voilà, donc du coup, l'image que vous aviez des États-Unis, c'était surtout à travers des médias, des films, je suppose. Est-ce qu'il y a des clichés qui se sont vérifiés ou est-ce qu'il y a des clichés que vous avez réussi à éliminer? Hmm, je pense que quand nous les Français, on fait souvent beaucoup de blagues sur les États-Unis et honnêtement, on se rend compte qu'effectivement, on n'a pas tort. Il y a quand même il y a beaucoup de clichés qui sont vrais, oui. Mais après, c'est quand même une expérience qui est incroyable. Mais même nous, je pense que les Américains, ils ont une image des Français et honnêtement, ils ont pas toujours tort parce que des fois, ils me demandent des choses par rapport à la France, des stéréotypes qu'ils ont et je leur dis oui, effectivement, on fait ça en France. Alors, d'ailleurs, il y a une question, est-ce que ça joue sur la sélection si les candidats ont déjà été aux US pour du tourisme? Non. Pour du tourisme, non, bien sûr. Par contre, si vous avez déjà été aux États-Unis en tant qu'assistante français, par exemple, bon, même si on a déjà fait partir des gens qui avaient eu cette expérience, ou si vous avez déjà participé à un échange universitaire pendant plus de 6 mois aux États-Unis, ça peut entrer en défaveur. Mais ça, c'est pas éliminatoire, mais en comparaison des autres candidats, on va prendre en priorité des gens qui ont le moins d'expérience, en tout cas d'études ou de longs séjours aux États-Unis. Mais tourisme, ça ne pose aucun problème. Alors, est-ce que le CV doit être en format anglophone? Oui, de préférence. Si vous avez la possibilité aussi de joindre en même temps un CV en français, parce que, je le dis d'expérience, souvent vous avez tendance à traduire de manière un petit peu erronée le nom de vos diplômes. Donc j'aime bien comparer avec avec votre CV français pour comprendre un petit peu de quoi vous parlez en termes de diplôme. Par exemple, évitez de traduire licence par bachelor's degree. Laissez licence en français, master, master c'est le même mot. Euh, voilà. Mais par contre, traduisez le nom de votre domaine d'études. Par exemple, si c'est anglais, évidemment, c'est English. Laissez LLCE. N'essayez pas de traduire LLCE ou des termes qui sont vraiment français. Hein, sachez que le jury est franco-américain, hein, mais que c'est vrai que c'est mieux que ça soit dès le départ en anglais, car une fois que votre dossier est sélectionné, il est envoyé à notre partenaire américain IAI, qui là, par contre, n'a aucune idée du système français et ne parle pas, généralement, ils n'ont pas de niveau en anglais, en français, pardon. Et aussi, les universités américaines, lorsqu'ils lisent vos dossiers, c'est pas forcément le prof de français qui va lire votre dossier. Donc, il faut que ça soit en anglais pour que ça soit compréhensible. Ça peut être, par exemple, le responsable du département de langue qui n'est pas prof de français qui va décider si oui ou non il souhaite vous sélectionner ou pas.
Alors, une question, quelle est la tranche d'âge de vos élèves, Lia? Alors, comme moi, mes élèves, c'est des débutants. La plupart, ils sont en first year, donc freshman. Donc, ils ont entre 18 et 20 ans. Mais si on monte dans les niveaux, ça veut dire que les étudiants sont là depuis longtemps et qu'ils apprennent le français depuis leur première année. Ils ont plus mon âge, donc c'est-à-dire 21 ans. Mais moi, Mhm. la plupart de mes étudiants sont entre 18 et 20 ans. Ok. Alors, y a-t-il une limite d'âge pour postuler? Théoriquement, non. Euh, disons que je ne sais pas dans quel sens vous posez la question. Il n'y a pas d'âge minimum, mais c'est vrai que de toute façon, il faut quand même que vous ayez déjà un diplôme de licence. Donc, dans la majorité des cas, vous avez au moins les candidats sont au moins 20, 21 ans. Après, au niveau de la limite d'âge maximum, il n'y a pas non plus de plafond. En revanche, il faut bien comprendre que vous allez être peut-être dans un dortoir, que vous allez partager votre vie quotidienne avec des personnes qui auront plutôt 21, 22, 23, 25 ans maximum. Donc, du coup, il faut pouvoir accepter ce mode de vie qui peut être un petit peu précaire parfois. Donc voilà, à vous de voir, mais nous, de notre côté, on ne va pas vous rejeter simplement sur le critère de l'âge. Voilà, la seule limite est d'avoir obtenu son dernier diplôme dans les 5 dernières années. Voilà, donc si vous avez plus de 5 ans d'expérience professionnelle, très honnêtement, si par exemple vous êtes professeur titulaire depuis plusieurs années, je pense pas que ça soit un programme qui soit adapté pour vous parce que vous avez vraiment sur place, dans la majorité des cas, vous avez plus un statut d'étudiant qu'un statut de salarié, hein, puisque vous n'enseignez pas à plein temps, vous avez seulement quelques heures de cours dans la semaine et à côté de ça, vous avez également des cours que vous devez suivre en tant qu'étudiant. Donc, il ne faut pas s'attendre à avoir un vrai emploi salarié. Voilà, il nous reste 5 minutes. Est-ce que l'IA, vous avez des conseils est-ce que vous vous souvenez un petit peu de l'époque où vous avez candidaté? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut pas faire ou au contraire des choses à faire? Alors, des choses à ne pas faire, je ne sais pas, mais en tout cas, ce que je me rappelle, c'est que c'est quand même une procédure qui est très longue, puisque bah, j'ai soumis ma candidature le 1er décembre et j'ai eu ma réponse mi-mai. Mais il faut pas abandonner en fait. C'est long, des fois c'est stressant puisqu'on on avance en fait à chaque fois dans les étapes et à chaque fois qu'on avance, on n'est jamais très sûr d'être pris. Mais en tout cas, faut pas perdre patience et faut continuer à garder espoir qu'on soit pris parce que c'est ce que j'ai fait. J'ai gardé espoir à chaque fois que j'avais une réponse quand j'ai passé les entretiens, puis qu'ensuite j'ai eu le comment on appelle, le ranking. Donc, non, faut vraiment pas perdre espoir parce que c'est vraiment une aventure incroyable. Oui, effectivement, la procédure euh, de candidature, comme il y a vraiment beaucoup d'acteurs qui sont impliqués. Donc moi, par exemple, je ne fais que gérer les dossiers. Je peux participer quelquefois aux entretiens, mais en fait, c'est pas moi qui vais faire toute la sélection toute seule. Donc, je dois convoquer un jury de présélection mi-décembre. Je dois convoquer un jury différent pour les entretiens en janvier. Et après, c'est pas seulement après les entretiens que vous êtes totalement sélectionné, vous êtes uniquement finaliste, puisque il faut à la fois avoir un placement et aussi avoir ce qu'on appelle l'approbation du James William Fulbright Board of Foreign Scholarship, qui est un groupe de 12 personnes désignées par le président américain
pour valider les lauréats Fulbright du monde entier qui ont été sélectionnés par les différentes commissions. Donc tout ça, ça prend du temps. Même au niveau voilà, du programme FLTA, il n'y a pas que les candidats français. Il y a 400 FLTA qui participent au programme chaque année, mais qui viennent du monde entier. Donc voilà, pour gérer, c'est pas moi qui gère les 400, moi je gère seulement les Français. Euh, mais voilà, il faut s'attendre quand même à des procédures assez longues et un petit peu compliquées. Mais une fois qu'on est dedans, qu'on arrive sur le territoire américain, je pense que on oublie toutes les complications. Euh, alors, une question, est-ce possible d'avoir une précision sur les possibles allocations? Donc, quand on parle d'allocation, c'est donc ce que les universités appellent stipend. C'est une allocation mensuelle qui vous est proposée. Alors, je ne sais pas si au moment des appariements du classement, on vous donne cette information. Oui, si, je l'avais l'information. Voilà, donc vous le savez au moment où on va vous proposer les 5 à 6 universités pour le classement au mois de mars. Généralement, vous avez un logement gratuit, euh, ce qu'on appelle un meal plan. Donc, c'est une sorte de forfait repas hein, qui vous permet de manger correctement pendant une semaine, enfin pendant tout le séjour, bien sûr. Euh, et plus une allocation qui est généralement autour de 400 $ par mois minimum, mais ça dépend de chaque université. Donc, je ne peux pas vous donner un montant parce que ça dépend du budget de chaque université. Et donc, normalement, ce que vous recevez vous permet de vivre correctement et de prendre en charge vos besoins essentiels. En revanche, peut-être qu'il faut quand même prévoir un petit budget supplémentaire pour une assurance santé. Moi, je pense que l'assurance santé, je ne sais pas ce que vous en pensez, l'IA est un petit peu juste, celle qui est proposée par le département d'État. Est-ce que vous avez une expérience à ce niveau-là? Avec ASP. Oui. Euh, en fait, c'est une expérience qui m'est arrivée au tout début du séjour quand je suis arrivée aux États-Unis. J'ai eu des punaises de lit Ah, dans mon bah, vous lit. n'étiez pas la seule, il y avait toute une histoire à Et Paris donc, aussi. du coup, oui, dès le troisième jour, j'ai dû aller aux urgences pour savoir pourquoi j'avais autant de boutons de partout, en fait. Et bah, j'ai dû utiliser ASPI. Donc, pour ça, c'était bon. J'ai pas eu besoin d'une assurance supplémentaire. Après, je croise les doigts, mais il m'est encore rien arrivé, donc tant mieux. Mais j'ai quand même pris une assurance supplémentaire en France au cas Oui. où il m'arrive quelque chose de pire, on va dire. Mais c'est vraiment au cas où, puisque j'espère Mm. qu'il va rien arriver. Alors, il y a une question également sur les exemples d'activités que vous faites avec le club français-allemand. Alors, on a des tables françaises et allemandes où en fait c'est pendant le temps de midi, un jour dans la semaine, on met un petit signe sur la table au restaurant scolaire et les élèves qui apprennent le français et l'allemand, ils peuvent venir et en fait on choisit un thème, n'importe lequel, et on essaie de parler en français pour que les élèves puissent pratiquer. On a un trivia dans 2 semaines. On a fait, on a regardé un film, on a fait un karaoké. Avec le club allemand, on est allé dans un restaurant allemand pour Oktoberfest. Et puis pour le semestre prochain, je pense qu'on fera quelque chose pour la Chandeleur, probablement. Et après, pour les autres événements, on n'a encore rien organisé parce que c'est un peu tôt, mais on va sûrement faire d'autres projections de films, d'autres événements avec de la nourriture française, probablement. Donc, c'est à peu près tout pour l'instant. D'accord, justement, vous dites on va faire, on va faire. Il y a une personne qui aimerait savoir est-ce que vous travaillez seul ou en équipe et quelle place vous avez au sein de l'équipe éducative et académique. Alors, quand je dis on, c'est pour le club français-allemand. Donc, en fait, c'est moi, l'autre TA et la présidente du French and German Club. Donc, en fait, on est toutes les trois organisées la plupart des choses. Donc, c'est pour ça que je dis on. Et
pour mon statut de professeur, je travaille pratiquement seule. Après, les autres professeurs de français sont toujours là pour m'aider si j'ai des questions ou quoi que ce soit, mais ils vérifient jamais mon travail. Enfin, quand par exemple je crée mes quiz ou que je fais des corrections, ils vérifient jamais si c'est bien fait ou quoi que ce soit. Après, je peux toujours leur demander qu'est-ce que vous en pensez, mais eux, de même, ils vont pas vérifier mon travail. Donc, la plupart du temps, je travaille toute seule, mais on partage des documents qu'on pourrait utiliser. On dit, on peut s'envoyer des emails. Ah bah, j'utilise ce document, peut-être que ça peut t'intéresser. Et on travaille souvent comme ça. Mhm. OK. Alors là, on revient sur le sujet de la santé. Est-ce que, avec ESPI, est-ce que vous avez dû avancer des frais quand vous êtes parti aux urgences? Alors, moi, j'ai rien payé, donc je pense que c'est Agnès qui a payé pour moi. Ou alors l'assurance prenait tout en charge, mais de ma poche, j'ai rien payé. Oui. Alors ça dépend un petit peu des situations aussi. C'est vrai qu'il y a certains assistants qui ont aussi, en plus, une assurance santé qui est payée par l'institution d'accueil. Euh, donc, euh, donc voilà, après aussi, ça dépend par où vous passez. Bon, ça, c'est des choses que vous verrez sur place, mais en fait, c'est plus facile d'aller à l'infirmerie, entre guillemets, le health center d'abord de l'institution d'accueil qui va vous rediriger vers les bonnes cliniques et sans doute les centres de soins qui vous permettront d'avoir un meilleur remboursement et qui vous obligent peut-être pas à avancer des frais, par exemple. Alors, est-ce que vous avez des supports de cours préparés, déjà préparés avec le prof de français, ou est-ce que vraiment vous faites tout toute seule au niveau de la création de votre cours? Alors, j'ai un livre de français avec différents chapitres que je suis, donc je suis obligée de, d'a- d'enseigner ce qui est dans le livre. Mais pour tout ce qui est structure et le choix des exercices, c'est tout moi qui prépare toute seule. Mhm. Et vous avez normalement le syllabus, qui est la description du programme du semestre, Oui. hein. Ça a été fait par le professeur principal ou c'est vous qui avez dû le faire? Alors j'ai pris le syllabus qui avait été utilisé l'année dernière, mais j'ai dû changer deux, trois choses parce que bah, je suis un peu en retard. D'accord. Ok, on arrive à 18h05. Je pense que est-ce qu'il y a une personne qui aurait une dernière question? Vous pouvez aussi lever la main et parce qu'on n'est pas très très nombreux, vous pouvez lever la main et activer votre micro si vous le souhaitez, si vous souhaitez poser une question directement en live. Non, personne? Ok, bah écoutez, merci beaucoup Lia. De rien. Euh, alors, je crois qu'il y a encore il y a une toute petite question. Je voulais savoir quel cursus est-ce que Lia avait suivi avant de candidater. Vous aviez quoi comme profil avant de candidater? J'ai fait 2 ans de classe préparatoire. Ensuite, j'ai fait un an de LLCER et un an de Master MEF. Voilà. Ok. Bah écoutez, merci beaucoup. Et puis bon, j'espère que je verrai certains des noms parmi les candidats. Je vous remontre mon adresse email si jamais vous avez encore des questions. Alors, il faut que je repartage mon écran. Voilà, donc si jamais vous souhaitez me poser directement des questions, vous pouvez m'écrire à ouziel@fulbright-france.org et j'essaierai d'y répondre. Je ne réponds pas forcément le jour même, mais généralement, je réponds quand même. Donc, ne soyez pas trop impatient. Vous aurez quand même une réponse à un moment donné. Voilà, merci à tous et à très bientôt, peut-être. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Lia. Merci beaucoup. Ah, avec plaisir. Bon après-midi. Merci.